À ce qui paraît, pendant qu'on assistait à la défaite des éléphants hier, le site de la Direction Générale des Impôts, la DGI, s'est fait pirater par une attaque qu'on connaît tous, qui est le ransomware, ou souvent appelé le ransomware. Les attaquants demandent 50 000 € pour pouvoir déchiffrer les données, et puis ça, il faut que vous décortiquez ça dans cette vidéo. Plus rapidement, ce type d'attaque appelé ransomware, c'est lorsque les attaquants s'introduisent dans un système et chiffrent les données, que ce soit des données privées, des données assez secrètes, et puis demandent une rançon en crypto-monnaie pour pouvoir les débloquer. En un mot, il faut que je vous explique un peu comment ils rentrent dans le système, soit par le phishing, soit par des accès mal sécurisés, soit par une faille de sécurité non corrigée. Bref, il y a pas mal de techniques ou pas mal d'outils qu'on peut utiliser pour pouvoir mettre en place ce type de logiciel ou ce type d'attaque. Mais vous savez, si des décortiques tout ici, ils vont commencer à venir mettre les visées. Alors, ce qui aurait dû être en place, c'est la mise à jour du système. Chaque mise à jour de sécurité du système doit être appliquée automatiquement. Dès qu'on détecte une petite faille de sécurité, on doit l'appliquer automatiquement. On ne doit pas jouer ça comme on a fait des jetons. Je sais ce qui le permet de bien m'amener. En deux, on a les sauvegardes isolées. Un ransomware chiffre ce qu'il trouve sur le réseau. Donc, si tes sauvegardes sont sur le même réseau, il va chiffrer encore toutes ces mêmes données. Donc, il est important de mettre en place des backups en ligne, des backups en local ou des backups sur notre réseau, de sorte à pouvoir restaurer les données lorsque ce type d'attaque-là peut survenir. Parce que le principe du ransomware, c'est vraiment de chiffrer les données. Et puis, comme tu commences à paniquer, soit tu payes, soit tu perds toutes tes données de façon importante. En trois, nous avons l'un des principes simples qu'on met au quotidien dans toutes nos différentes applications, qui est la double authentification. Quand un administrateur doit pouvoir se connecter, il faut qu'il passe, ou bien il doit pouvoir faire une action, il faut qu'il passe par une double authentificator pour pouvoir confirmer, soit par OTP, soit par plusieurs moyens de double authentificator. En 5, l'un des points les plus importants qui sont les tests de pénétration. Il faut pouvoir mettre en place des audits réguliers, faire appel à des bug bounty ou à des cabinets d'audit qui vont venir évaluer le niveau de sécurité du système d'information. Ce qui va permettre après de pouvoir récolter les différentes failles et de les corriger assez rapidement. Soit ils vont se baser sur certaines méthodes qui est soit de la méthode d'expression des besoins et des identifications des objectifs de sécurité IBIOS, ou soit avec d'autres normes telles que l'ISO 27001 et tout. Alors je sais qu'il y a pas mal de personnes qui sont assez expérimentées dans la cybersécurité ici en Côte d'Ivoire et qui peuvent régler ce souci. Donc ce souci va être réglé assez rapidement s'ils ont appelé la bonne personne. Si vous voulez plus de contenu sur la cybersécurité, les amis, vous venez d'écouter cette vidéo là pour dire que il n'y a pas plus tard que, je sais pas, hier ou avant-hier, il y a une dame qui dit que les gens l'ont appelé, ils ont donné le nom de son papa, le nom de sa maman, ils ont donné son nom et vraiment, elle comprenait rien. Les gens lui ont dit que elle a gagné 300 000 francs dans faire des déchets toxiques ou bien je sais pas quoi là, Corona, et que les gens voulaient lui donner 375 000, mais il fallait qu'elle paye d'abord 15 000 pour que les gens puissent lui donner un code. Et elle a refusé de leur donner ces 15 000. Dans la vidéo, j'avais dit que en Côte d'Ivoire ici là, quand on pirate les données, ils ne disent jamais aux Ivoiriens. Ils ne vont jamais vous informer pour que vous soyez sur vos gardes. C'est-à-dire que la jeune fille là, elle allait se faire arnaquer. Sans doute, les gens sont allés sur le dark web pour aller payer ces informations là-bas pour venir escroquer les gens avec. Le dark web, c'est un marché gourou. C'est pas légalisé. Voilà, c'est un couloir sur Internet où tout est noir. C'est-à-dire que tout est noir. C'est comme on dit black market là. C'est un peu un web comme ça. Mais là-bas, la chien moins chien. Tu n'as pas, si tu dis que tu as vu et puis tu es sorti sans problème, c'est que tu n'as rien touché. Sinon, si tu es rentré, que tu as vu, que tu as touché, tu as laissé pour toi là-bas. Voilà comment certaines personnes vont. Ils payent des choses là-bas et vers la fin, là, leur compte bancaire est vidé. Parce qu'ils ont trouvé moins cher, ils ont payé, mais c'est qu'ils ont oublié, c'est qu'ils ont mis les données bancaires et vers la fin, les gens ont vidé leur compte. Donc, pour vous dire que nos autorités là, ils ne nous disent jamais la vérité. C'est les impôts qui ont été piratés. Est-ce que les impôts là, c'est un truc bizarre? Non. Tiens, nos impôts, vous imaginez même pas combien de personnes ont leurs données personnelles là-bas. Même Draman Ouattara, si jamais il paye impôt, il a ses données là-bas. Premier ministre, le soi-disant vice-premier ministre ou même ministre de sécurité ou bien quoi là, il a ses données là-bas. C'est-à-dire que les gens là sont rentrés en possession d'une mine d'or. Vous comprenez pourquoi ils demandent 500 000 € pour qu'ils puissent déchiffrer ou donner le code à nos parents là, pour qu'eux mettent le code là pour enfin récupérer toutes ces informations qui sont. Et c'est la Côte d'Ivoire tout entière
qui est dans le pain. Hein. Bon, pas Côte d'Ivoire tout entière. Surtout ceux qui payent les impôts, que ce soit libanais, français, ivoiriens de souche, ou bien ivoiriens de papier, ou bien je ne sais pas quoi, étrangers. C'est qui est sûr là. Vous tous en ce moment-là, si quelqu'un vous appelle, il donne vos informations. Il donne des informations sur vous, vos parents. C'est dans ça là qu'il a eu vos informations là. Faudrait que vous soyez informés. Parce que c'est comme si Dieu m'avait dit que fallait faire cette vidéo là. La jeune dame là, elle a dit que elle ne savait pas où ces gens là la connaissaient. Et moi j'ai dit peut-être c'est une personne de ton entourage ou bien les gens pirataient. Peut-être une banque, ils ont pris les informations sur toi. Et comme ça, je me réveille aujourd'hui, oh, Dieu fait que je tombe sur la vidéo du gars. Il dit, ah, ouais, Dieu n'est pas Gawa. Donc, mes frères et sœurs, vous qui êtes à Abidjan, vous qui n'êtes pas à Abidjan, vous qui payez impôt, qui avez vos données là-bas, vraiment, si 2 jours là, quelqu'un vous appelle pour vous dire c'est-à-dire que, vraiment, réfléchissez à 2 fois avant de dire quoi que ou de faire quoi que ce soit. Ne vous faites pas prendre à ce piège parce que les gens, ils ont vos données. Ils sont allés. Parce que si l'État refuse de payer, ils vont les vendre en petits morceaux aux gens. C'est pas de l'amusement. Ils sont pas dans le mauvais, ils ont quoi à perdre. De toute façon, on peut pas les tracer. Même actuellement là, les bitcoins que les gens veulent payer là, c'est pas traçable. Les gars prennent les guerres, ils transfèrent d'une banque à l'autre et puis bon, c'est porté disparu. Ça peut pas aller quelque part. Donc vraiment, vous qui êtes en Côte d'Ivoire, mes frères et sœurs, vous qui regardez mes vidéos, partagez au maximum pour informer nos frères et sœurs, pour informer nos parents. Parce que souvent, vous voyez nos parents qui sont un peu âgés là. Dès que quelqu'un les connaît net là, oh, lui là, il me connaît, il a dit telle chose, vraiment. C'est-à-dire que c'est comme, dès qu'un charlatan les parle là, il dit, oh les gars, tout ce qu'il est en train de dire là, vraiment c'est ma vie, il est en train d'expliquer là. Mais le charlatan même là, lui-même il est moisi jusqu'à. On dit lui là, il fait porte-monnaie magique pour rendre les gens riches. Mais lui-même il n'a rien. Donc vous-même réfléchissez. Réfléchissez. Si c'était un truc qu'il faisait pour devenir riche, pourquoi lui va faire ça pour toi? Parce que nous on voit le gouvernement de Ouattara. Si vraiment ils étaient sûrs que eux là, ils faisaient porte-monnaie magique, c'est pas ça là qu'ils allaient faire. Bill Gates ne fait pas porte-monnaie magique, il travaille. Elon Musk ne fait pas porte-monnaie magique, il travaille. Il a ses propres projets. Donc réfléchissez. Si 2 jours là, les gens vous rentrent dedans, c'est que vous faites partie de ceux qui sont piratés là. Comme nos autorités ne pourront jamais venir à la télé parce qu'ils se voient trop dangereux pour venir dire ça, donc ils préféraient rester dans leur coin, faire comme c'est un truc qu'ils peuvent gérer, ça va venir. Donc en attendant là, vous là, vos données sont dans le couloir, dans l'allée, sur le dark web. Les gens vont, ils payent. Il y a des gens qui ont des cartes spéciales, ils mettent l'ingé dedans, ils payent, la carte est déjà vide. Regardez, un immeuble, c'est au frontière à la lumière. Il y a moins par là, mon cousin. Il y a des hallucinations par là. Vous avez vu vous-même avec vos propres yeux, comme on le dit chez nous le gourou, comment ça peut arriver. Je dis que le pays là c'est risqué en ce moment là où ils sont en train de vous parler là. Le pays là est jazzem, le pays là est bizarre, le pays là fait peur. Des choses nous on ne voyait pas. Ça là on racontait ça aux gens, va en Côte d'Ivoire. Mais maintenant là, c'est devenu banal. C'est devenu même rien du tout. C'est comme quand on dit que non, ils ont volé un enfant là. Ils ont volé quelqu'un porté disparu. Tu vois un gars bien adulte comme ça, il est porté disparu. Ça vend. Nous on attendait ça au Nigeria, dans les pays au loin. Et nous, Ivoiriens chez nous là, les adultes ne disparaissaient pas. Eux-mêmes ne se coulaient pas comme si on était en Turquie ou bien, je ne sais pas, d'un pays volcanique. Vous là, vous êtes là, vous faites vos sorcelleries là. Non, c'est pas comment on appelle ça. C'est que vous êtes dedans et puis les Ivoiriens ne comprennent pas là. Non, c'est pas. Parce que vous avez dit à nos parents de ne pas boire de ces zones à risque.
Gobelé, c'est zone à risque. Vredi Canal, c'est zone à risque. Koumassi Campement, vous avez fait les jackpots là-bas. Là-bas même là, c'est pas faire les zones à risque. Mais vous avez rasé 10 hectares. Mais là, c'est comment? C'est riverain. Hein? C'est comment? Monsieur le procureur, envoyez-lui la vidéo là. Demandez-lui c'est comment là-bas. On rase riverain ou bien on fait comment? C'est comment? Vous ne dites pas la vérité. Quand vous voulez la terre de nos parents, vous faites croire que c'est zone à risque. Immeuble qui est tombé là. Quand moi je regarde tout autour là, il y a les immeubles. Donc c'est comment? Parce que on vous donne les permis de construction. Vous n'avez pas d'architecte. Vous n'avez pas d'ingénieur. Vous n'avez rien. Vous prenez un djoula qui est pas là-bas. Le gars il est maçon, il ne connaît même pas. Il ne fait pas étude de sol. Il ne fait rien. Il vient. Comme il sait tracer, il trace. Il sait que bon, pour construire l'étage là, on fait sous bâtiment. Quand tu finis sous bâtiment, tu fais les chaînages, tu coules ta dalle, c'est parti. Même si c'est dans bas-fond, lui, c'est pas. Lui, c'est une chose, c'est que si le voisin a construit un meuble, lui aussi peut construire un meuble. Depuis quand R+3, ça s'écroule comme ça. Vous avez me dit c'est pluie. Nous, on est nés là, il pleuvait en Côte d'Ivoire. C'est pas nouveau. C'est juste que maintenant, la Côte d'Ivoire est une djoula bougou. Maintenant, vous connaissez nos parents djoula. Eux là, tout est l'argent. Donc, permis de construire là, on donne à tout le monde. Tant que tu payes, on te donne. Mais on donne aux gens, ils ne suivent même pas. Ils ne posent même pas les questions. Dans le quartier où tu as construit là, est-ce que c'est possible de construire là-bas? R+3 là, est-ce que c'est possible de construire là-bas? Parce que moi, je sais qu'à la Riviera, il y a des maisons là. C'est maximum R+2. Il y a des secteurs là. R+2 max. Et puis ta fenêtre là, ça n'a pas le droit d'ouvrir chez le voisin. C'est-à-dire que tu fais une fenêtre, mais ça ne s'ouvre pas chez le voisin. C'est-à-dire que tu as ta cour. Si tu as fait ton R+2 là, toi qui t'arranges de toute sorte que ta fenêtre là, ça ne s'ouvre pas chez le voisin. Mais aujourd'hui là, avec Ado, les gens construisent bêtement n'importe où, n'importe comment. Ils viennent d'un quartier basse. Là-bas, c'est bas fond, on ne doit pas construire un meuble. Le gars, il frappe 32, 14 étages, 15 étages. Là, là. Là, on est non là. Là, on est va. C'est beaucoup sur eux. Comment ils vont faire pour blanchir les agents là? C'est ça. Maintenant, les petits là, ils les prennent, ils les mettent en prison et puis ils sont en train de lutter contre le blanchiment d'argent. Quand ils voient une personne qui est un peu populaire là, on l'attrape, on le jette en prison, on dit c'est blanchiment d'argent. Un pasteur. Est-ce que son argent là, il y a facture dedans? Vous avez pris le pasteur pour le jeter en prison, soit disant que c'est blanchiment d'argent là. Vous avez su que ça s'est fait. Parce qu'à l'église là, quand les gens passent avec leur corbeille là, je ne sais pas comment ils appellent ça, pour mettre la dîme dedans là. On ne met pas chèque. Il n'y a pas reçu. Chacun met ce qu'il a. Donc ceux qui donnent les 10 000, les 20 000 sont assis devant. Ceux qui donnent les 5 millions sont assis à côté du pasteur. Maintenant, les à côté, Yao là, ils sont assis au fond, on ne les voit pas. C'est qu'ils sont eux là, pour partir là-bas, on prend filet. Il ne faut pas y avoir même monnaie dedans. Tout là, quand les gens raquettent ça, chaque semaine, à la fin du mois, mais c'est grave. Là, de ça, là, vous dit que il n'a qu'à venir expliquer ça, comment lui l'a fait pour avoir ça. Vous-même, quand vous voyez son église là, vous avez mis facture devant. Ou bien vous avez demandé aux gens de déclarer tous les dons qu'on leur fait. Chaque dimanche, combien vous avez gagné là, vous devez déclarer et verser impôt. Moi, je sais que c'est en Europe, les églises là, payent impôt. Mais moi, je ne me souviens pas qu'en Côte d'Ivoire, là, les églises payent impôt. Parce que si les églises payent impôt, je comprends pourquoi Makoso n'a pas d'église. Je comprends pourquoi le monsieur là, il n'a pas d'église. Parce que lui ne veut pas avoir affaire à payer impôt. Lui, son blanchiment d'argent là, c'est directement, lui vend huile sur Internet. Il vend huile sur sa page. Mais il reste à savoir, est-ce qu'il paye impôt aussi huile qu'il vend là? Parce que ça aussi, ça compte. Ou bien bon, comme lui avec vous le tolérez. Parce que nous, on veut savoir. Parce qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, nous, on ne sait plus. Hein. Parce que la loi, ce n'est plus la loi. Parce que la loi là, ça a double vitesse en Côte d'Ivoire. La loi là, où elle peut condamner, et puis tout le monde pense qu'elle va condamner là. Si le gars dit RDR, il y a 0 condamnation. Maintenant, là où elle ne pense pas, où nous on ne pense pas qu'elle va condamner là,
La personne prend 10 ans, comme la blague. Vous avez Ziggy, non? Ziggy en prison pour 5 ans. Quelqu'un qui dormait, vous sont allés le kidnapper. Comment il peut prendre 5 ans? Si on attrape quelqu'un sur les lieux de la manifestation, on peut dire pour trouble à l'ordre public, c'est 2 ans. Mais pour lui, là, il a pris 5 ans. Parce que lui, là, il s'est approché de Gbagbo. Vous avez vu dans le discours du guide président Gbagbo et Laurent hier, il a dit aux journalistes, ne m'invitez pas sur votre plateau de télé, parce que je vais vous créer des problèmes. Et c'est la vérité. Parce que tous ceux qui s'approchent du guide président Laurent Gbagbo, ils auront des problèmes. Appelez à Saleh Timoko. Il allait voir Gbagbo Laurent. Quand il est venu là, Ouattara a appelé pour dire que, même s'il a gagné, dites qu'il n'a pas gagné, ça ne veut pas aller quelque part. Conseil constitutionnel, il a demandé un recours là-bas. Ils n'ont même pas rien de dossier là. Ils n'ont rien dit. On dit ça ne compte pas. Il a perdu. Pays ça là. Nous on ne sait plus qui fait quoi, qui ne fait pas quoi. Mais une meuf qui est tombé là, nous on veut explication. On espère que le procureur va sortir pour nous dire que une meuf ça là, son propriétaire, ils vont le mettre en prison. Ceux qui ont donné le permis de construction là, ils vont les mettre en prison. Parce que c'est la vie des Ivoiriens, il faut protéger. Il ne faut pas vous aller dire à nos parents pour rien. Parce que vous avez donné permis de construction à des djoulas qui ne savent même pas que pour construire une maison là, il faut prendre un architecte qui lui, avant de commencer à faire son plan là, lui aussi va aller voir nos parents de BTP qui eux vont faire l'étude du terrain et puis dire bon comment c'est possible. C'est ça là, on dit un pays qui se respecte. Vous allez venir construire Graciel, R+3 dans Bafon. Vous allez construire R+3 à la plage. Vous savez que c'est sable qui est là-bas. Et puis quand il pleut là, le lendemain, tout le monde tombe. Vous avez eu la chance que ce n'est pas tombé chez le voisin pour casser la maison du gars. On a vraiment eu la chance. Les amis, c'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure. Ce soir, et je veux me rassurer que le peuple africain, le peuple, comme on appelle en général, le peuple africain en général, et surtout le peuple burkinabé, voilà, ait une connaissance réellement de ce qui se trame autour du Burkina, dans le Burkina, et aussi pour pouvoir prendre quelque part les responsabilités et se rassurer que le peuple burkinabé est toujours dans cette sécurité, voilà, qui a été instaurée, qui a été installée, qui est toujours dans la dynamique du capitaine Ibrahim Traoré. Je le dis au fort, clair, net et limpide que le Burkina de hier et le Burkina d'aujourd'hui, ce n'est pas pareil. Donc, je vais demander à tout le monde, pour ce direct qui ne sera pas du tout long, de sécuriser avec assez de cœur, assez de likes, assez de partage. Nous allons faire monter le mercure dans ce direct parce que l'information que j'ai à partager ce soir depuis ma base Guépal au niveau de Ouaga est une info qui est très capitale. Vous me connaissez bien sur les réseaux sociaux. Pour les personnes qui me suivent depuis des années savent bien que quand j'ai des informations à partager, que ce soit sur le volet sécuritaire, que ce soit donner des informations sur ce qui se passe, voilà, au niveau de l'AES aujourd'hui pour le combat, voilà, panafricain que je mène, je n'ai pas ma langue dans la bouche. Je donne toujours les informations et à ces différentes, comme on le dit, états, d'aller vérifier, se rassurer que l'information que je donne est authentique et que l'information que je donne, que quelque part, nous emmener à éviter certaines choses au niveau de nos différents pays de l'État, pardon, de différents États de l'AES. Nous connaissons un tout petit peu ce qui se passe au niveau du Burkina, nous savons un tout petit peu ce qui se passe au niveau du Mali et bien évidemment, nous savons très bien ce qui se passe au niveau du Niger en ce moment et à cet instant. Et nous savons très haut, fort, clair, net et limpide que la France veut déstabiliser nos différents pays de l'AES. Nous le savons au fort, clair, net et limpide que c'est cette France qui donne des armes, c'est cette France qui nourrit, qui blanchit. Ces terreurs aujourd'hui qui se mettent à l'aise, qui viennent dans nos différents pays pour chercher à déstabiliser nos différents États. Il faut que le peuple révolutionnaire, voilà, de l'Afrique
comprennent aujourd'hui que nous sommes arrivés à un certain stade où nous devons mettre, comme on le dit, le sérieux dans ce que nous faisons. Le sérieux dans ce que nous faisons encore de plus, dans quel sens? Nous devons nous rassurer que nos différents États ont le soutien inconditionnel de nous qui sommes leurs citoyens ou même de nous qui aimons, voilà le combat qui est en train de s'opérer au niveau de l'Afrique. Parce que je le dis haut, fort, clair, net et limpide, chacun de nous apportons notre contribution, chacun de nous participons à l'édifice de nos différents pays de l'Afrique. Parce que quand on part en rang dispersé, on s'évade, mais quand on forme un bloc, une seule personne, que nous mettons nos divergences de côté par moment, nous arrivons à atteindre notre objectif qui est aujourd'hui nous rassurer que les personnes qui sont à la tête de nos différentes nations, que je vais dire le capitaine Ibrahima Traoré, le KLMP le numéro 1, celui-là même qui est à la tête du Burkina Faso, le général Assimi Goïta au niveau du Mali et aussi le général Tani au niveau du Niger. Qu'est-ce qui se passe en ce moment et à cet instant? Faites monter le mercure toujours dans le partage. Nous allons écouter un extrait de réellement ce qui se passe et j'ai des informations à vous donner de ce qui se trame en ce moment et à cet instant au niveau de la Côte d'Ivoire. Des terreaux ont été recrutés par le gouvernement ivoirien à vouloir chercher encore à déstabiliser le Burkina. Bien évidemment, le capitaine Ibrahima Traoré avait déjà fait une annonce, il avait déjà parlé du fait que la Côte d'Ivoire, par ricochet et aller droit même, la Côte d'Ivoire est allée demander à la Turquie de quelque part annuler, de ne pas permettre au Burkina Faso de pouvoir s'acquérir des armes et lutter contre le fléau du terrorisme. Le capitaine Ibrahima Traoré a été clair, net et limpide là-dessus. Si un État peut s'adonner, si un État peut appeler un autre État et demander à ce qu'on ne donne pas des armes, voilà, à un autre État qui est en train de mener un combat contre le terrorisme, un combat contre le djihadisme, un combat, voilà, aujourd'hui pour sécuriser quelque part, voilà, sa nation. Cela veut dire quelque part que ce pays qui émet ce coup de fil est un pays de terreau, est un pays qui nourrit, qui blanchit, qui participe à vouloir déstabiliser nos différents pays de l'AES. Je le dis haut, fort, clair, net et limpide que en ce moment et à cet instant T, à la frontière du Burkina et de la Côte d'Ivoire, il y a une opération secrète et je vais inviter et taguez-moi le Burkina Faso, taguez-moi les autorités du Burkina, taguez-moi le DG de l'armée de l'air burkinabé parce que j'ai reçu l'information. Et j'ai décidé dorénavant de donner les informations sur les réseaux sociaux pour que les gens puissent comprendre que le combat que nous sommes en train de mener est un combat où nous mettons nos vies à risque, mais un combat où nous voulons voir l'évolution de nos différents États aller de l'avant. Bien avant que je puisse vous donner des informations de surplus sur ce qui se trame à la frontière de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso, qui est par ricochet sous radar, je vais vous laisser déguster, écouter attentivement, réellement, comment est-ce que la France est en train d'opérer dans le secret et quel est l'apport de la France concernant cette lutte que nos différents dirigeants sont en train de mener en ce moment et à cet instant. On y va. Et tu avais une mission, pour donner un exemple de mission secrète, t'es largué avec 50 gars du premier APIMA dans un pays en guerre. Dans lequel on n'est pas censé être, sans donner de nom, et dans le but de t'occuper, en fait, en gros, est-ce que tu peux expliquer cette mission? On ne donne pas de détails, ouais. On a le droit de le faire, vous êtes nombreux à raconter des trucs, il faut juste pas donner le pays. Voilà. On a des missions en fait qui sont plus secrètes que d'autres, on va dire, où là en fait on a été avec une cinquantaine d'autres opérateurs de Toulouse. En fait on n'était même pas du premier APIMA, ouais, c'est toutes les forces spéciales, ouais. C'est toutes les forces spéciales en fait, air, terre et mer. En fait dans ce pays-là, dans le but en fait d'aider les rebelles en place à se soulever contre le dirigeant en place. Ok. Bon, renverser le gouvernement en gros. Voilà, et commencer à faire beaucoup d'exactions sur la population et s'en prendre à la population. Donc vous aidez à ce que le peuple se rebelle. À 50. Dans un pays, c'est pas beaucoup. Voilà, ouais. En fait, dans ce pays-là, dans le but en fait d'aider les rebelles en place à se soulever contre le dirigeant en place. Ok. Bon, renverser le gouvernement en gros. Voilà, et commencer à faire beaucoup d'exactions sur la population et s'en prendre à la population. Donc vous aidez à ce que le peuple se rebelle. À 50. Dans un pays, c'est pas beaucoup. Voilà, ouais. En fait, dans ce pays-là, dans le but en fait d'aider les rebelles en place à se soulever contre le dirigeant en place. Ok. Bon, renverser le gouvernement en gros. Voilà, et commencer à faire beaucoup d'exactions sur la population
et ça prendra la population. Donc vous aidez à ce que le peuple se rebelle. À 50. Dans un pays, c'est pas beaucoup. Voilà, ouais. Mais en fait, par le biais de frappes et de frappes aériennes et davantage. On va écouter, parce que ce gars est un agent de la DGSE. On va écouter comment est-ce que la France est en train de participer en ce moment et à cet instant à la déstabilisation de nos différents États. Nous allons écouter attentivement et minutieusement. On y va. En logique, en fait, on peut avoir une forte valeur, une forte valeur ajoutée sur l'effet que... Même à 50. Voilà, même à 50. Et du coup, en fait, on est divisé en plusieurs groupes de 4, entre 4 et 10, répartis dans le pays, avec chacun entre 10 et 200 combattants. Et on va les accompagner au fur et à mesure dans le pays, leur amenant en fait soit des images satellites pour en fait reconnaître des zones, aider, quoi. soit des frappes, voilà. Et c'est pas vous qui On les participez. accompagne. Non, notre mission n'était pas de participer au combat, au contraire en fait c'était d'éviter nous les combats et de faire sauter des verrous, de faire voilà. Ouais. Et accompagner la population à y arriver. Voilà. En fait, tu appuies pas sur le bouton, tu dis tiens toi, appuie sur le bouton. C'est un peu ça. C'est très particulier. C'est ça qui vraiment en fait fait la différence entre une mission force spéciale ou pas. C'est la finalité. Parce qu'en fait, si on reprend le contexte, on n'a pas forcément tiré. Vous avez entendu? Ok. Donc le but de la France c'est quoi? Le but de la France c'est de géolocaliser les différents endroits et remettre ces informations au terreau qui vont aller, et ils vont même jusqu'au point d'utiliser la population par moment, utiliser certaines personnes par moment pour pouvoir chercher à déstabiliser nos différents pays. Et plus précisément, l'œil est bien évidemment sur les différents pays de l'AES parce qu'en ce moment et à cet instant T, l'AES a décidé de refouler cette France qui n'est rien, cette France qui n'apporte rien, cette France qui n'a pas de valeur, cette France qui n'est rien sans les Africains. Aujourd'hui, la France veut l'Afrique sans les Africains. La France veut les ressources de l'Afrique sans que les Africains profitent de leurs ressources. Aujourd'hui, la France est en train de lutter en ce moment et à cet instant T pour s'accaparer de tout ce qui concerne, de tout ce qui, comme on le dit, est bénéfique pour l'évolution, pour l'avancée de l'Afrique. Et c'est en cela que nous devons rester concentrés, en cela nous devons rester focalisés, en cela nous devons rester quelque part vigilants parce que même les populations, souvent de nos différents États, sont utilisées par cette France pour pouvoir chercher à déstabiliser. Raison pour laquelle nous avons des lignes rouges où on nous dit quand tu vois quelque chose, c'est bien de pouvoir dénoncer. Quels sont leurs modes opératoires? Comment est-ce que les armes sont en train d'entrer en ce moment et à cet instant dans nos différents pays de l'AES? Je vais vous montrer des images. Là, c'est un bidon où il y a des munitions qui sont utilisées, qui sont fourrées dans ces bidons pour pouvoir déplacer, voilà, sans qu'on ait une idée dans nos différents pays de l'AES. Je vais vous montrer encore une autre image, voilà, qui est là. Ce sont des bidons, voilà, qui sont fourrés de munitions pour traverser nos différentes frontières de l'AES. Donc, je vais demander encore au gouvernement burkinabé, au gouvernement malien, au gouvernement nigérien, mais je parle du Burkina parce qu'en ce moment et à cet instant T, il y a des trucs qui se passent à la frontière de la Côte d'Ivoire du Burkina. Et c'est leur mode opératoire maintenant de rentrer avec des munitions sur le territoire burkinabé. La dernière fois, j'ai eu à partager sur ma page un autre modèle de le faire, c'est de fourrer des armes dans les sacs de riz. Il faut que le gouvernement burkinabé, encore, je sais qu'ils le font déjà, mais encore plus de vigilance parce que les armes rentrent à travers, comment on appelle, des sacs de riz, les sacs de ciment aussi en ce moment et à cet instant T, les sacs de sucre en ce moment et à cet instant T, les bidons d'huile sont supposés être des bidons d'huile mais qui sont fourrés de munitions en ce moment et à cet instant T pour rentrer, voilà, au sein de nos différentes, comment on appelle, États. Et quelle est l'information encore que j'ai à partager? Il y a une manœuvre qui se passe entre la frontière, tout juste la frontière de la Côte d'Ivoire et du Burkina. À partir de 6 heures du matin, il y a un avion, je vais encore demander à biper les autorités du Burkina Faso et plus précisément celui qui est en charge de l'armée de, comment on appelle, de l'air du Burkina,
de prêter attention parce que il y a une, comment on appelle, déviation, il y a quelque chose qui se passe en ce moment entre la frontière du Burkina et, comment on appelle, et de la Côte d'Ivoire, entre 6h et 6h30. Chaque jour, il y a une manœuvre qui se passe au niveau de la frontière qui passe sous radar. Je vais donner l'information si les autorités burkinabées, ou je vais même aller, si le DG, voilà, celui qui est le responsable de l'armée, comment on appelle, l'armée de l'air burkinabé a besoin de plus d'informations. Je préfère aller, voilà, lui donner les informations de surplus sur ça, mais je leur demande de mettre leur radar de plus, voilà, entre la frontière de la Côte d'Ivoire et du Burkina, parce que entre 6h du matin et 6h30 du matin, tous les jours que Dieu fait, 7 jours sur 7, il y a un avion français qui passe sous radar, qui n'a pas encore été détecté par les autorités du Burkina, parce que l'information que j'ai reçue sur ça est que ça n'a pas encore été détecté. Et ça s'opère tous les jours, 7 jours sur 7, entre 6h et 6h30 du matin. Donc, je vais donner encore, voilà, emmener encore l'État burkinabé et le responsable de l'armée de l'air burkinabé à prêter attention aux différents trucs qui se passent au niveau de nos différentes frontières. Et je vais m'emmener aussi à dire que aujourd'hui, le combat que nous sommes en train de mener est un combat d'une révolution qui est sans pitié sur le volet communication, sur le volet physique, sur le volet mental, sur tous les domaines. Aujourd'hui, nous, peuple de l'Afrique, nous participons, nous, peuple de l'Afrique, nous voulons quelque chose de bon, quelque chose de cohérent, quelque chose qui va mener nos différents États à aller de l'avant, quelque chose qui va sécuriser cette génération et se rassurer, que les générations à venir seront sécurisées. Nous devons faire beaucoup attention à nos différentes, comment on appelle, pas faits et gestes. Nous devons nous focaliser sur ce qui se passe dans nos différents États. Et je vais encore réitérer mon soutien inconditionnel au peuple du Faso. Je vais réitérer encore mon soutien inconditionnel au président de la République du Burkina, parce qu'en ce moment et à cet instant T, je suis sur le territoire burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré. Je vais réitérer mon soutien inconditionnel aussi au général Tiani du Niger, et aussi au général Assimi Goïta, pour leur dire qu'aujourd'hui, le combat qu'ils sont en train de mener est un combat qui est juste, est un combat qui est noble, est un combat d'avancée, est un combat qui va sécuriser, je l'ai dit auparavant, pas seulement cette génération, mais les générations à venir. Et je le dis, tout peuple qui est conscient de l'avenir. Ce n'est pas une histoire de nationalité, ce n'est pas une histoire de super malien, super burkinabé, super nigérien. C'est une histoire de l'avancée, de participer, d'ajouter son mot, d'ajouter son grain de sable à l'édifice de notre Afrique.